Bonsoir, bienvenue dans le 7-8. Le journal tout de suite, les titres de ce lundi 15 décembre. Le commissariat de Trappes fermé ce samedi soir en cause un dégât des eaux important survenu dans la journée. Le syndicat Alliance dénonce des manques de moyens. Renforcement des fréquences de train entre la Verrière et la Défense, notamment le dimanche. Les usagers sont satisfaits, ou presque. Si vous avez déménagé et que vous souhaitez voter dans votre nouvelle commune pour les prochaines élections départementales et régionales, ne tardez pas. Les inscriptions sur les listes électorales seront closes au 31 décembre. Il sera aussi question ce soir de la journée universelle de l'espéranto avec notre invitée Anne-Sophie Marcoff. Ce sera dans quelques instants. Dans ce journal, nous parlerons également politique avec les départementales, sport avec la soufflerie tant attendue par l'équipe de France de cyclisme ou encore des fêtes de ville à la Verrière et à Magny-les-Hameaux. Je vous le disais dans les titres, le commissariat de Trappes a été fermé samedi soir en cause un dégât des eaux depuis les toits terrasses actuellement en travaux. Un dégât suffisamment important pour entraîner donc la fermeture de l'établissement et déplacer les fonctionnaires de permanence et les garder à vue vers les commissariats de Guyancourt et d'Elancourt. C'est la goutte d'eau, on peut le dire, pour le syndicat Alliance qui dénonce des manques de moyens. C'est un commissariat qui est classé en zone de sécurité prioritaire. Donc il aurait dû... Normalement, quand les zones de sécurité prioritaire ont été créées, il devait y avoir des moyens conséquents alloués. Ces zones de sécurité prioritaire ont été créées, en tout cas sur Trappes, avec peu de moyens supplémentaires. Ces travaux auraient dû être engagés immédiatement. Il faut attendre que les organisations syndicales, en tout cas Alliance Police Nationale, dénoncent ces inondations parce que nous ne sommes pas au premier dégât des eaux. Des autorités se sont déplacées ce matin pour constater les dégâts. Pour le commissariat de Trappes, nous demandons enfin un budget conséquent pour, même si effectivement des travaux sont en cours, nous demandons à ce que le commissariat, que ce genre de faits ne se reproduisent plus. Voilà, et puis sachez que le commissariat de Trappes accueille à nouveau le public et les travaux, eux, se poursuivent. Élections maintenant, les départementales, c'est pour le mois de mars prochain, plus précisément les 22 et 29 mars. Il s'agira d'élire donc ceux qui siégeront au Conseil général. Nouvelle législation oblige, le nombre de cantons a été réduit de 39 à 21, mais les conseillers généraux élus le seront dorénavant en binôme paritaire hommes-femmes. Alors après l'UMP, c'est au tour du Parti socialiste de présenter ses candidats. Ce week-end, le binôme en lice pour le canton de Maurepas a été présenté. Il n'y aura pas d'union de la gauche au premier tour. Vainqueur en 2008 à la faveur d'une triangulaire avec deux candidats de droite, Ismaël Havane se présente pour un nouveau mandat. Avec lui, Marie-Christine Mercier, première adjointe de Magny-les-Hameaux. Le découpage des cantons a été revu. Le canton de Maurepas comprend dorénavant Magny-les-Hameaux, Coignères ou encore voisin le Bretonneux. Un changement qui ne préoccupe pas les socialistes, pas plus inquiets d'ailleurs d'un éventuel vote sanction. Moi, je suis conseiller général sortant. C'est une campagne locale. A priori, cette élection doit se jouer sur des problématiques locales. Et nous, élus de gauche, nous avons un bilan à défendre, qui est un bilan que je considère être bon. Donc en ce sens, je ne suis pas inquiet parce que nous allons porter notre campagne sur nos actions, sur l'action des élus de gauche, sur mon bilan à moi en tant que conseiller général. Si cette campagne est comme elle doit l'être, sur l'action locale, les gens feront la part des choses et je suis plutôt confiant sur cet aspect-là. Notre axe de campagne, nous allons axer sur la solidarité, l'écoute, le dialogue, l'égalité des chances pour tous et aussi l'accompagnement à la dépendance pour les personnes âgées qui sont en augmentation croissante et qui vont l'être dans les 20 et 30 prochaines années. Reste que ce canton sera difficile à emporter pour la gauche de par le redécoupage. C'est l'UMP Yves Vandeval, issu du secteur de Chevreuse, qui se retrouvera donc face aux socialistes. Il siège au Conseil général depuis 2001, verdict donc des urnes au mois de mars. Et si vous voulez voter donc en mars prochain et que vous venez de déménager, il vous faudra vous inscrire sur les listes électorales. Et vous n'avez que jusqu'au 31 décembre pour le faire. Après, il sera trop tard, explication au sein de ce service état civil en mairie de Guyancourt.
Service état civil de la mairie de Guyancourt. Depuis le début de l'année, le service a enregistré 200 inscriptions supplémentaires sur les listes électorales. La commune compte à ce jour 17 870 inscrits et depuis quelques jours, c'est un peu plus l'affluence. L'inscription sur les listes électorales se fait du 1er janvier au 31 décembre et on clôt les listes électorales au 31 décembre de l'année en cours et passé cette date, il n'est plus possible de s'inscrire. Tous les nouveaux arrivants dans les communes, tous les gens qui ont déménagé au sein de la même commune et tous les gens qui arrivent, qui déménagent dans une autre commune doivent absolument signaler leur changement d'adresse. Sur place, vous devez fournir un justificatif de domicile et une pièce d'identité. C'est une procédure que chacun peut également faire sur Internet. La mairie de Guyancourt ouvre aussi une permanence le mercredi 17 décembre à la maison de quartier Auguste Renoir. Les données sont ensuite entrées dans un logiciel de traitement des listes électorales. Les cartes d'électeurs seront imprimées au mois de février pour être transmises aux titulaires avant le premier tour des élections départementales prévues le 22 mars. Après le 31 décembre, il n'est donc plus possible de s'inscrire, sauf cas très particuliers. Il y a quelques cas dérogatoires, mais il faut être militaire. Éventuellement, si on était muté puis qu'on revient en France, on peut s'inscrire. Mais c'est vraiment très très peu de cas, les naturalisés français qui sont naturalisés avant l'élection. Et ensuite, les jeunes qui auront 18 ans la veille de l'élection. Une commission de révision des listes électorales composée d'électeurs notamment est chargée de valider toutes les inscriptions ainsi que les radiations. Cette commission se réunira le 10 janvier, le 28 février et 5 jours avant le début de l'élection. 2 échéances électorales sont prévues en 2015, les élections départementales donc fin mars et les élections régionales en décembre. Et du nouveau maintenant en matière de transport, les usagers de la ligne U entre la Verrière et la Défense vont voir l'offre renforcée, notamment les dimanches. Plus de trains entre la Verrière et la Défense. Actuellement, le dimanche et les périodes de fête entre la Verrière et la Défense, il n'y a qu'un train par heure. Dorénavant, à partir de 11h, il y aura un train toutes les demi-heures, comme sur les lignes C et N, soit 19 trains supplémentaires. Par ailleurs, en semaine, afin d'offrir une fréquence plus régulière entre les lignes C, N et U au départ de Saint-Quentin en Yvelines, soit une fréquence de 15 minutes, 2 trains supplémentaires seront créés au départ de la Verrière à 15h35 et 23h50. Ce lundi, en gare de la Verrière, les usagers étaient partagés sur ces annonces. Là, ils ont changé les horaires. Normalement, c'était à 11h05 et maintenant, c'est à 11h20. Mais ça aide pas de ne pas nous prévenir. Il ne suffit pas qu'il y ait plus de trains. Il suffit qu'il respecte les horaires, qu'il n'y a pas de problème. Parce que c'est ça qui bloque. C'est qu'on ne sait jamais combien de temps on va passer à attendre le train et puis pour combien de temps il arrivera à sa destination. Le fait de rajouter des trains, c'est intéressant pour ceux qui travaillent le plus, quoi, on va dire. Hein. Donc c'est bien qu'il y ait plus de lignes, plus d'horaires en fait, hein, même le week-end, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le week-end. Voilà. C'est très très bien parce qu'il y a des moments quand on a des trains qui sont souvent supprimés. S'il y a plus de trains, c'est vraiment formidable pour nous. Allez, un tout autre sujet maintenant pour continuer. En ce lundi 15 décembre, c'est la journée universelle de l'espéranto. L'espéranto, c'est une langue qui a été conçue à la fin du 19e siècle par un docteur polonais, Louis-Lazare Zamenhof, dont le but était de faciliter la communication entre personnes de langues différentes. Alors, on peut dire que c'est une sorte de langue universelle. Son fondateur a d'ailleurs publié en 1887 un projet de langue internationale sous le pseudonyme de Doctore Esperanto, docteur qui espère. C'est une langue aujourd'hui parlée et pratiquée dans plus de 100 pays sur 5 continents. Et pour en parler avec nous ce soir, une Française, Anne-Sophie Marcoff, et vous allez nous parler en français. Bonsoir. Vous êtes espérantiste de naissance et vous animez des ateliers à Châteaufort, des ateliers donc d'espéranto, et vous êtes accompagnée également de Kim. Bonsoir, tu as 11 ans et tu pratiques l'espéranto depuis le mois de septembre. Alors d'abord, Anne-Sophie Marcoff, quelle est la construction grammaticale de l'espéranto ? Eh bien, l'espéranto comprend 16 règles grammaticales qui sont sans exception. C'est ce qui fait sa facilité. Mais sans exception, c'est-à-dire que lorsque vous apprenez les règles de grammaire, eh bien, une fois que vous les avez apprises, vous savez qu'il faut les appliquer telles quelles, parce qu'il n'y a pas d'exception. Donc, vous n'avez pas par exemple, la conjugaison comprend 12 terminaisons au total,
Lorsque vous avez appris les 12 terminaisons de la conjugaison, eh bien, vous savez conjuguer tous les verbes. C'est facile, 12. Non, c'est plus simple peut-être que le français en tout cas. C'est facile à dire, Oui. mais pour arriver à pratiquer, ça reste une langue qu'il faut apprendre avec le vocabulaire. Et ce qui est difficile, comme dans toutes les langues, c'est d'appliquer les règles que l'on apprend. Et toutes les lettres sont des lettres comme nos lettres à nous, elles se prononcent toutes, Alors, les lettres se prononcent toutes, toujours de la même façon. Quelques lettres... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accent, c'est ça? Quand vous dites de la même façon, c'est qu'il n'y a pas d'accent, il y a ce qu'on appelle des supersignoi, c'est-à-dire des petits signes sur certaines lettres. Ça ressemble à des accents circonflexes, par exemple. Mais en fait, ces accents font partie de la lettre. Donc, lorsqu'on apprend l'alphabet espéranto, on a 28 lettres à apprendre. On les apprend une bonne fois pour toutes avec la prononciation. Une fois qu'on a appris avec la juste prononciation, on ne peut plus se tromper. Il ne faut pas faire... Enfin, si, on peut se tromper, si on est étourdi, mais les règles restent toujours les mêmes. Et vous dites 28 lettres, ça veut dire qu'il y a des lettres qui n'existent pas de notre alphabet dans l'espéranto? C'est-à-dire que, par exemple, le S que l'on sait écrire en français, il se prononce toujours so en espéranto. Et si on met un petit chapeau dessus, c'est une autre lettre. Donc ça se prononce chaud et toujours de la même façon. De la même façon, vous avez le C qui s'écrit comme le C français. Vous mettez un petit chapeau et vous avez une nouvelle lettre qui se prononce cho. Alors là, effectivement, on voit marqué. Alors là, c'est je présume le nom du fondateur de l'espéranto. C'est sa signature, c'est la signature de Zamenhof. Alors justement, un petit mot sur Louis-Lazare Zamenhof. J'ai dit qu'il était polonais, oui. Effectivement. Racontez-nous un peu son histoire. Qu'est-ce qui lui a donné l'envie comme ça d'écrire Eh bien, lorsqu'il est... Surtout, j'ai envie de dire, c'est surtout l'histoire de son village qui est intéressant. Parce oui. que c'est ça qui lui a donné... Alors, le 15 décembre, c'est sa date de naissance, en fait. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Il est né, comme vous l'avez dit, le 15 décembre. Le voilà jeune. Et voilà comment il était lorsque sa langue était à peu près au point et quand il s'entraînait avec ses camarades de classe. Parce qu'il faut dire que son village, qui est un village en Pologne aujourd'hui, était un village où il y avait énormément de mélange ethnique, voilà, et que oui, du coup ça lui a donné... Il est né à Białystok, qui est aujourd'hui en Pologne, mais qui se trouvait à l'époque dans l'Empire russe. Donc Zamenhof a constaté dans cette ville que les gens parlaient des langues très différentes. Et en parlant des langues différentes, les gens faisaient des erreurs, ils ne se comprenaient pas. Et il y avait des conflits qui apparaissaient à cause de ces erreurs linguistiques. Et donc il s'est promis de défier le mythe de Babel, c'est-à-dire d'essayer de vaincre cette punition imposée par Dieu qui s'est vu concurrencé par les hommes à une époque où ils s'entendaient trop bien. Alors, je ne sais pas s'il a vaincu le mythe de Babel, mais aujourd'hui, combien d'espérantistes dans le monde ? Alors voilà la question difficile oui. à laquelle tout le monde aimerait avoir une réponse juste. Nous aimerions être plus nombreux que nous ne le sommes, mais nous sommes déjà plus nombreux que vous ne le pensez. Probablement. Ah d'accord, et donc il n'y aura pas de chiffres. Alors, plus nombreux que vous ne le pensez. Je ne me risquerai pas à donner de chiffres qui seraient faux forcément, puisque le seul moyen de calculer les espérantistes, c'est de compter ceux qui sont dans les associations, ceux qui sont adhérents officiels des associations. Or, l'espéranto n'est qu'une langue. C'est une langue et un drapeau, je vous coupe. Alors, le drapeau, c'est le drapeau. Voilà, c'est le drapeau espérantiste. L'étoile verte a été choisie par Zamenhof à l'époque du premier congrès espérantiste en 1905, et c'est devenu le symbole de l'espéranto. Alors, je l'ai dit, vous animez des ateliers à Châteaufort d'espéranto, et parmi vos élèves, je crois que vous avez une vingtaine d'élèves à peu près. Nous sommes une vingtaine dans l'association. Et parmi vos élèves, il y a Kim. Kim, tu as 11 ans. Explique-moi pourquoi tu as choisi de faire de l'espéranto, c'est étonnant. Parce que les autres langues, c'est propre à chaque pays, alors que l'espéranto, c'est une langue qui
Enfin, c'est comme l'anglais, c'est bien, mais j'étais plus proche des langues un peu latines, enfin, qui étaient plus proches de l'espéranto que de l'anglais. C'est un peu latin, c'est ça, l'espéranto? En fait, quand on commence à apprendre l'espéranto, on reconnaît les langues qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que selon vos connaissances personnelles, vous allez reconnaître des choses différentes. Alors, par exemple, si bonsoir en espéranto, ça se dit comment? Bonan vesperon. D'accord. Oui, ça sonne un peu latin, ceci dit. Oui, parce que l'accent tonique tombe sur l'avant-dernière syllabe de manière systématique. Et donc, effectivement, c'est une langue qui est assez chantante. Est-ce que tu trouves ça facile? C'est plus facile que certaines langues qu'on apprend à l'école. Comme l'anglais? Ouais, je trouve que c'est plus facile. Ouais. Est-ce que tu parles quelques mots? Parce que tu as commencé en septembre, donc tu viens juste de débuter. Ouais. Je sais compter. Ah, vas-y, comment on fait? 1, 2, compte jusqu'à 10 pour voir. Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nao, dek. Ah oui. Donc effectivement, il y a des côtés latins, il y a des côtés aussi un peu germaniques. Effectivement, c'est un mélange de plusieurs sonorités. Oui, Zamenhof a appris de nombreuses langues dès son enfance, puisqu'il vivait déjà dans une région où on parlait plusieurs langues. Son père était professeur d'allemand, donc il a appris l'allemand assez rapidement. Et puis à l'école, il a appris l'anglais, et puis il a appris le russe, le latin et le grec, bien évidemment, le français aussi. Et chaque fois qu'il a abordé une langue nouvelle, il a essayé de repérer quelles étaient les caractéristiques les plus communes. Donc la langue s'est construite sur ses choix progressifs de ce qui lui apparaissait comme étant le plus commun à toutes les langues, le plus indispensable. C'est pour ça qu'effectivement, quand tu comptes, on a des sonorités qui nous reviennent forcément dans la tête. On va faire une petite pause dans cette émission. On est allé dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines pour demander ce que les gens savaient de l'espéranto. On va écouter leur réponse. Connaissez-vous l'espéranto? Non. C'est espagnol, l'espéranto. C'est une danse, non, c'est pas une danse. C'est une langue universelle. Ça me dit quelque chose, mais à part me dire quelque chose, j'ai rien de plus espéranto. Espéranto, ça veut pas dire espérer, et espéranto, non, je connais pas. L'espéranto, pas vraiment, non. C'est la langue universelle, ça vous dirait? Ah oui, je crois que c'était un resto. Oh, c'est une langue, ça. Connaissez-vous l'espéranto? Non, pas du tout. Je connais, mais je ne maîtrise pas. Donc l'espéranto, on le dit, n'est pas un resto, mais c'est bien la langue universelle. Vous voyez qu'il y a encore du travail à faire pour apprendre à faire connaître cette langue. Je voudrais qu'on voit d'autres images avant de conclure cet entretien, notamment une partition, parce que l'espéranto a son hymne. Oui, la Espero, c'est un texte. C'est aussi une musique, alors. Oui. Le texte est de Zamenhof et la musique est de Duménil. Et donc les espérantistes chantent, lorsqu'ils sont attachés à ces coutumes anciennes, puisque dès le début du XXe siècle, l'hymne est chanté au début des congrès, des premiers congrès espérantistes. Et en plus, c'est chanté aussi à 50 ans en Yvelines, puisqu'on a un groupe musical. C'est la langue qui est chantée. La langue, oui, tout à fait. Parce que l'ensemble vocal de Saint-Quentin en Yvelines, dirigé par Valérie Josse, a effectivement mis au programme de ces derniers concerts des pièces en espéranto, dont les textes ont été composés par des poètes espérantistes. Et la musique est aussi une musique de compositeurs espérantistes. Voilà, donc si on veut écouter chanter l'espéranto, on peut aller du côté de l'ensemble vocal de 50 ans en Yvelines s'ils organisent des prochains concerts. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau de Téléfilm nous parler de l'espéranto. On n'a pas pu parler de votre histoire personnelle, mais c'est intéressant de dire que vous êtes nés de parents espérantistes et que vos enfants sont aussi espérantistes. Donc il y a des lignées comme ça d'espérantistes qui continuent. Oui, il y a des familles entières et mon cas n'est pas du tout exceptionnel. Il y a d'autres espérantistes qui se sont... Mon fils m'a demandé un jour comment, à partir du moment où on commence à apprendre l'espéranto,
comment peut-on renoncer à l'utiliser? C'est quelque chose qui paraît impossible parce qu'effectivement, c'est tellement pratique et tellement utile. Mais en famille, vous parlez français, vous parlez espéranto? Eh bien, ça dépend des circonstances. Puis, ça vous avez dépend une famille qui vient de loin, donc ça serait... Voilà. Vous savez parler suédois. Il y a une partie de la famille qui parle en espéranto et puis il y en a d'autres qui parlent soit le suédois, le polonais ou bien le serbo-croate ou d'autres langues. Il y a bien des langues. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau du 7-8 le journal. Allez, on va quitter le monde des lettres pour celui non pas des chiffres mais du sport. On va direction à Voisins-le-Bretonneux pour parler donc de football et pas de miracle pour les féminines de Voisins-le-Bretonneux qui recevaient Bourges ce dimanche pour le compte de du cinquième tour de la Coupe de France. Sur le papier, 2 divisions d'écart en faveur des Berrulières et les Vicinoises ont bien résisté en s'octroyant même de belles occasions en première partie, 0-0 à la pause. En seconde partie, les joueuses de Bourges accentuent la pression. La gardienne de Voisins-le-Bretonneux fait des miracles, mais à quelques minutes du coup de sifflet final, c'est la sentence. Bourges marque un but et donc c'en est fini pour la Coupe de France. Les Vicinoises vont devoir se replonger dans le championnat et tenter d'accrocher une nouvelle montée. On va écouter leur coach. Oui, déception parce que j'étais déjà convaincu qu'on pouvait faire quelque chose avant le match. Je suis encore plus après, donc c'est pour ça que je suis déçu. Mais fier de la prestation des joueuses, c'est ce que j'attendais d'elles. Je pense qu'elles sont certainement plus déçues que moi parce qu'elles avaient à cœur d'accéder au tour suivant. Mais bon, voilà, une équipe de Bourges qui a été réaliste. Nous, on n'a pas su mettre celle qu'il fallait mettre. Et puis toujours en sport, à 2 mois des championnats du monde sur piste qui auront lieu du 18 au 22 février au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, l'équipe de France vient d'inaugurer un nouvel outil pour améliorer ses performances, un banc aérodynamique cycle. Alors ça va souffler pour les coéquipiers de François Pervy, Anthony Reich, Yolène Torres et Elodie Moine. Il l'attendait depuis trop longtemps. À 2 mois des championnats du monde sur piste de Saint-Quentin en Yvelines, les membres de l'équipe de France peuvent désormais travailler leur aérodynamisme en soufflerie. Moi, ça fait au moins 10 ans que j'attends ça. Donc maintenant, d'avoir ça juste auprès du Vélodrome, à 2 km de notre lieu d'entraînement, c'est parfait. Si la qualité des entraînements tricolores est reconnue à travers le monde, il manquait aux pistards français une expertise technique. Cette soufflerie faisait d'ailleurs partie du cahier de commande des coureurs de l'équipe de France après les Jeux Olympiques de 2012, car le retard sur les Britanniques, habitués de cette technologie, commençait à se creuser. Je dirais que c'est plus une manière de prendre de l'avance par rapport aux autres. Alors il faut d'abord récupérer son retard, effectivement, et peut-être prendre de l'avance parce qu'effectivement, nous n'avions pas ces tests en soufflerie, ce que faisaient déjà les Britanniques pour partie. Et là, vu le niveau d'expertise, on espère qu'on sera même encore plus pointu en matière de soufflerie qu'eux. Dans cette pièce, les coureurs vont pouvoir optimiser leur prise au vent ou encore les puissances développées. Tout sera examiné à la loupe. L'objectif, gagner ces précieux millièmes qui permettront de décrocher de nouveaux titres aux mondiaux et à Rio en 2016. Ça va apporter énormément puisqu'on va s'améliorer sur notre posture sur le vélo, notre position et également comment se positionner, s'il faut écarter plus les bras ou plus les rentrer, les coudes ou la tête un peu plus baissée. En course, le coureur représente 80% de la prise au vent. L'équipe de France a déjà perdu un titre pour 1 millième de seconde. C'est dire si dans l'élite du cyclisme mondial, chaque détail a son importance. Et puis une image pour terminer ce journal, ou plutôt 5 pastels. Des pastels signés du portraitiste Valéran Vaillant, acquis par le château de Versailles. Ces œuvres, sans doute commandées en 1660 par Anne d'Autriche à l'occasion du mariage de son fils, représentent Louis XIV, Marie-Thérèse d'Autriche, Anne d'Autriche, Marie-Anne d'Autriche et Éléonore de Gonzague. Et ça permet aussi de signifier que 2015 sera l'année du tricentenaire de la mort de Louis XIV. Voilà, le journal se termine sur cette photo de famille. Rendez-vous demain à 18h toujours en direct. Vous retrouverez Wilfried Richy. Je vous souhaite une excellente soirée.